Retour sur le plateau de Direct Gestion, là c'est la suite du débat, deuxième partie. Mes invités ce matin, Jean-Noël Vieilly de 360 Xsense et Pierre Sabatier de PrimeView. Messieurs, on évoquait ces grands équilibres, peut-être une croissance plus modérée qu'il va falloir, à laquelle il va falloir s'habituer. Voilà, les 30 grosses sont derrière nous. Il y a un autre impact effectivement sur ce marché, c'est ce qui se passe sur les matières premières, où là ça dévisse complètement, mais aussi on est à la fin d'un cycle et même d'un super cycle, à l'image de Glencore, qui a dévissé de 30% hier, le géant des matières premières. Oui, on est toujours un peu dans le même sujet, c'est-à-dire que le déballement des matières premières, c'est principalement les doutes qui existent sur la croissance. Enfin, c'est quand même au-delà des doutes, là, c'est de la réalité. C'est-à-dire qu'on sait que les Chinois importent beaucoup, beaucoup moins que ce qui était dans le passé. Donc ça fait effectivement, c'était quand même eux qui étaient les principaux consommateurs de matières premières, d'ailleurs les plus basiques, vraiment les commodities. Donc en fait, c'est d'ailleurs ce qui prouve bien que le ralentissement chinois existe. C'est le meilleur effectivement voilà. indicateur de Il suffit de regarder l'électricité, les achats de matières premières pour savoir un peu comment va l'économie. Donc là, on a la démonstration que ça va pas bien. Maintenant, c'est vrai que je regardais hier des titres comme ArcelorMittal, ça vaut 4 euros, ça vaut 5 fois les résultats de 2017. Si tant est que les résultats tiennent évidemment, c'est ça la problématique. Mais à un moment donné, il faudra peut-être revenir quand même sur ces matières premières. On va trop loin en arrière, on est en train de pricer. Hier, à votre place, un gérant me disait, on price un scénario de 6 mois en un jour. C'est le problème de ces marchés aujourd'hui. Alors on sait pourquoi, avec probablement les ETF jouent énormément. Enfin bon, on va pas toujours remettre ça sur la table, mais c'est vrai qu'on a des volatilités qu'on ne connaissait pas historiquement. Et c'est vrai que c'est extrêmement difficile d'être dans ce marché parce que, vous l'avez vu encore jeudi on fait -2, vendredi +3, moins 3 hier. Bon, c'est quand même assez ingérable. Et parce qu'on a ces phénomènes comme ça, alors essayons à un moment donné, il faut revenir sur Terre. Ces périodes-là, ça dure quand même jamais très longtemps. Donc là, on a le pétrole aussi qui est compliqué, puisque toujours pareil, où se situe la demande pétrolière, avec en plus des nouveaux, l'Iran va revenir sur le marché. Qu'est-ce que va être le gaz de schiste aux États-Unis? Est-ce que c'est rentable? Est-ce que les Américains vont continuer à produire du pétrole avec le gaz de schiste? Toutes ces questions-là, évidemment, posent des questions sur l'ensemble des matières premières. Ça veut dire concrètement, de toute façon, quand on est gérant, je crois que c'est pas la peine d'y aller maintenant. Quand je dis, moi j'ai commencé à regarder hier où on en était en termes de valorisation, j'ai une petite alerte dans ma tête qui me dit attention, le jour où tout ça se calmera et qu'on aura une visibilité un petit peu meilleure, c'est évident que ce type de valeur aura le meilleur potentiel. Sauf qu'en attendant que ça se calme, est-ce que ça ne peut pas descendre plus bas? Beaucoup de gérants, la semaine dernière, à Patrimonial nous disait on guette le niveau des 4200 points, c'est-à-dire le point bas qu'on a fait le 24 août. Bon, on peut aller aussi plus bas. On peut sortir la boule de cristal aussi, pourquoi pas. Bon, moi je suis assez ça commence à circonspect. inquiéter quand même ces marchés. Jusqu'ici, on était mais au-delà du zéro, on gagnait 5-6% sur les marchés salés. Là, on est à plus 0 sur le CAC. Quand tout va bien, on vous dit 7000, quand tout va mal, on vous dit 3000. Enfin voilà, les gens, malheureusement, c'est peut-être la nature humaine. Nous sommes très très procycliques. Alors que la nature voudrait qu'une courbe qui monte doit commencer à nous inquiéter, une courbe qui baisse doit plutôt nous rassurer, parce que ça veut dire que le point d'achat, on est plus proche du point d'entrée, et donc ça sera plus intéressant d'acheter, alors qu'on fait toujours l'inverse. Bon, ça, et c'est d'ailleurs un peu à l'origine de toutes les bulles et de tous les cracks, c'est-à-dire qu'on va toujours plus loin. C'est-à-dire qu'on va toujours trop haut et on va toujours trop bas. Deuxième donc chose, là, on est encore trop ou on là, n'est pas assez bas? Là, on est véritablement dans l'expression même de ce que sont les marchés actions. Les marchés actions, qu'est-ce que c'est? C'est acheter des entreprises, c'est un actif risqué par définition, pour, sa conviction forte que cette entreprise sera capable de créer plus de richesses demain qu'aujourd'hui. Donc c'est d'abord un pari sur l'avenir. Et ça nous rappelle que les actions sont d'abord un rapport de confiance entre le gestionnaire et l'entreprise sur justement la capacité de sa gouvernance à s'adapter à un environnement changeant pour continuer à créer de la richesse ou pas. Et donc véritablement on est là, et on l'évoquait en première partie de débat, il y a beaucoup d'éléments qui nous font réinterroger sur la confiance qu'on peut faire sur ces gouvernances d'entreprise évoluer dans un environnement plus difficile que ce qui a été dans les années passées. Donc ce moment d'incertitude me paraît relativement logique, parce qu'on a véritablement, une confiance qui est un peu érodée, donc il faut retrouver ses marques, et ça met un petit peu de temps. Et deuxièmement, quand même l'expression du fait qu'il n'y avait plus de valorisation de risque. C'est-à-dire qu'on a acheté tout et n'importe quoi à peu près au même prix.
Et ça, pour le moment, on ne l'a pas encore bien aperçu pour tout ce qui est biotech ou autre, on le verra plus tard. En sens, voilà, on est dans un monde qui a été alimenté par les liquidités excessives, donc la création monétaire, donc beaucoup d'argent, et quand il y a trop d'argent par rapport à un nombre, finalement une offre qui reste constante, qu'est-ce qui se passe? Ça débouche toujours sur une pas forcément très efficace allocation de l'épargne. Et ça veut dire donc une bulle. Et donc l'absence de valorisation du risque à son juste prix fait qu'au moment où l'incertitude se révèle, eh bien, alors d'abord tout descend, et puis ensuite vous verrez, les mauvais continueront de descendre, et les bons remonteront probablement. Et on est un peu dans ce moment d'incertitude. Ce qui d'ailleurs est un peu nouveau, moi je partage ces avis, mais c'est que ça ne touche pas d'ailleurs que les actions. Depuis 2 mois, on a une tension extrêmement forte sur la partie obligataire, avec d'ailleurs, on retrouve aussi des mêmes éléments, hein, des obligations qui ont baissé de 30 à 40% en 2-3 mois, ce qui est sur des problématiques souvent pas toujours très exactes, pas toujours justes. Donc il y a une nervosité du marché effectivement qui est très compliquée. Sur toutes les classes d'actifs. Je crois que malheureusement, oui, puisqu'on a parlé des matières premières, on a parlé des actions, des obligations, qu'est-ce qui reste? Même l'or ne joue même pas son rôle véritablement son statut de valeur refuge, un tout petit peu. Non, il est plutôt englobé justement dans les matières premières, voilà. Il baisse avec Donc on est dans un schéma qui est quand même extrêmement compliqué, mais ça peut être, pour moi c'est assez passager, c'est-à-dire que on l'a connu déjà historiquement, il faut un peu raison garder, et j'espère effectivement, moi je crois que maintenant dans ces marchés difficiles, il faut revenir effectivement à notre vrai métier de base, en tout cas je parle des gérants, voilà, c'est-à-dire de se dire, allons vers les entreprises. Alors je ne dis pas que c'est facile, parce que vu ce qui se passe, si on nous remet des problématiques de gouvernance, mais ça fait partie aussi de notre rôle d'essayer d'éviter ce genre de choses, mais encore une fois, l'idée maintenant, c'est d'être très diversifié, de ne pas aller dans des secteurs. Moi, je ne vais pas revenir sur l'automobile aujourd'hui parce que je pense qu'on n'a pas encore vu ce qui va se passer. On ne sait pas si tout le monde va en procès, ça peut être une catastrophe. Pour le coup, on va vraiment soulever le capot. Ou regarder dans les émissions. Je pense qu'on va regarder beaucoup de choses. Avec un petit doute, parce que c'est vrai que tout le monde, on peut faire l'exemple entre ce qu'on lit sur les consommations et ce qu'on consomme après avec sa voiture, c'est radicalement différent. On dit qu'il y a la même différence pour les tests sur les émissions. D'ailleurs, il y a une étude qui est sortie, ça serait supérieur à 40% aux chiffres indiqués. Évidemment, il va y avoir sûrement du travail. C'est aussi autant d'opportunités pour certains, peut-être des équipementiers, qui vont devoir... Voilà, il va falloir faire la différence entre les bons et les mauvais, les tricheurs et les non-tricheurs, parce que voilà, il va falloir rentrer ce critère aussi en ligne de compte. Mais donc, effectivement, c'est quand même le vrai métier d'investissement. Je reviendrai sur une chose intéressante qui valide, à mon sens, le fait qu'on est sur des marchés trop bien valorisés ou survalorisés pour des raisons mécaniques. C'est justement la corrélation entre toutes les classes d'actifs, entre l'obligataire corporate, entre les actions, et on pourra même mettre à terme l'immobilier dans le lot. Pourquoi? Parce qu'en fait, le quantitative easing, qu'est-ce que c'est? C'est simplement préempter l'offre obligataire d'État. Or, quand vous êtes un assureur, quand vous êtes un institutionnel long, qui a de l'épargne à investir, que fait-il? Quel est son métier en fait traditionnel? Acheter des obligations d'État en très grande proportion. Là, il n'y en a plus, le marché est asséché. Exactement. Lorsque en fait, vous avez globalement une grosse préemption sur votre marché traditionnel, il faut faire autre chose. Et le autre chose, ça se déverse sur l'obligataire corporate d'abord, sur les actions qui ressemblent à les obligations. C'est pour ça que c'est étonnant. On a vécu finalement un bull market assez long, et qui a été porté par qui? Par des actions. Normalement, un bull market, c'est porté par les cycliques, parce qu'on joue un cycle économique favorable. Eh bien non, on a plutôt été porté par des actions qui ressemblaient à des obligations. Parce qu'en fait, la politique de flux est un effet d'éviction des institutionnels longs qui traditionnellement avaient l'habitude, et on continue d'avoir l'habitude d'acheter de l'obligataire d'État, et ont été obligés en fait de transférer, d'aller acheter pour aller chercher un surcroît de performance, de diversifier, mais même pour être investi. On est vraiment dans la situation. Juste une question, Pierre Sabatier, vous parlez depuis tout à l'heure de survalorisation. Est-ce qu'on est encore survalorisé avec moins 20%? Ou est-ce qu'on était vraiment très valorisé? C'est-à-dire aujourd'hui, est-ce qu'on est à une sorte de juste prix par rapport à la situation? On ne va pas rentrer parce qu'il faudrait beaucoup de temps. La valeur est une question philosophique. Elle ne correspond qu'à une offre momentanée et ce que vous avez dans la poche pour l'acheter. Voilà. Et le désir, un désir d'acheter, et deux, la solvabilité associée. En termes de valorisation, la vraie difficulté, c'est que c'est prix sur bénéfice. Et la réalité, c'est que nous pensons que nous sommes plutôt sur un sommet de cycle en termes de bénéfices, notamment aux États-Unis, parce que les taux de marge sont à des niveaux historiquement élevés et qu'il nous paraît que les risques sont plus à la baisse sur ces taux de marge qu'à la hausse. Et donc c'est là où se pose la question du vrai ratio de valorisation, prix sur bénéfice. Si vous anticipez une chute des bénéfices, et c'est ce que font finalement les investisseurs,
sans raison gardée, tout titre confondu, Mhm. vous disent que finalement on est en haut de cycle, et les hauts de cycle, vous connaissez la différence entre l'écart qui existe entre les prévisions des analyses financières en début d'année et les résultats effectivement réalisés par les entreprises du S&P 500 en période de retournement économique, 45%. 45% sur les anticipations initiales, c'est-à-dire une pelle à tarte. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, vous comprenez bien que les niveaux de valorisation qui vous paraissent peu élevés pourraient l'être beaucoup plus. Donc, tout ça est relatif. Ça ne veut pas dire qu'on parie sur un moins 45% de révision en baisse. On dit simplement que, attention au niveau de valorisation. Aujourd'hui, il est évident que tout ça a été beaucoup alimenté par de la création monétaire. La bonne nouvelle, c'est que probablement, nous considérons que les banques centrales ne sont pas prêtes à assécher le robinet tout de suite. Par contre, il va falloir véritablement rentrer dans une dynamique de sélection de valeur, de stock picking, pour véritablement avoir choisi les titres qui ne passeront pas de 100 à 0, parce que ça arrivera lorsqu'on ouvrira parfois le tiroir ou le placard et qu'un cadavre tombera, et avoir bien sélectionné les gens qui sont véritablement capables de créer de la valeur et de créer de la richesse. Donc, retour en au période stock de cycle positif, mais aussi en période de cycle négatif. Valorisation, c'est vrai qu'on avait l'impression, tout le monde nous disait, même au début de l'été, tout va bien, en tout cas pour l'Europe, des doutes déjà sur les États-Unis, mais pour l'Europe ça allait plutôt bien. J'ai toujours dit que le marché était quand même dans les fourchettes hautes dès juillet. Il n'y avait plus grand chose à espérer. Après, pour bien comprendre, il y a eu justement un ajustement. C'est-à-dire qu'effectivement, la baisse de 20% qu'on a connue n'est pas suffisante aujourd'hui pour revenir à un marché, à une valorisation intéressante. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les résultats ont suivi un peu la même courbe. Alors, il n'y a peut-être pas eu 20%, mais on est plutôt à 10% un peu de baisse. Donc la question est de savoir, et les analystes, malheureusement, j'ai fait ce métier pendant 18 ans, on est plutôt suiveurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne ne sait vraiment où on va arriver en fin d'année. Pourtant, c'était plutôt bon au deuxième trimestre. Oui, mais c'est. Alors justement, oui, mais on s'en fout. C'est ce qu'il faut aujourd'hui. Ce que nous dit la Chine, c'est créer de la richesse demain. Alors, on est inquiet depuis août en fait. Pour quand même, peut-être ce qui peut être rassurant et peut-être redonner une dynamique, on va rentrer là dans la publication du troisième trimestre. Très bientôt, dans une dizaine de jours, les États-Unis vont commencer, avec Alcoa d'ailleurs, qui va être intéressant puisque on va retrouver les matières premières. Ce troisième trimestre, il devrait quand même être pas trop mauvais non plus, donc ça peut peut-être donner une dynamique à condition que le discours des entreprises, et je pense qu'on sera très attentif au discours de l'entreprise, gouvernance, comprendre la gouvernance, mais aussi de savoir où elles en sont. Voilà. Et je pense qu'il y aura là un tri entre celles qui vont dire, bah écoutez, nous, tout va bien, et on sait que ça existe dans le marché, et ceux qui vont commencer à dire, attention, on a des ralentissements. Et je pense qu'on va retrouver de la volatilité, mais on aura peut-être un sens un peu plus positif si en plus les banques centrales sont là pour faire leur job. Et c'est votre pari, Pierre Sabatier, des banques centrales qui pourraient revenir à la manœuvre. Bon, on va se quitter, messieurs, sur cette note un petit peu plus positive, avec des hypothèses et des réserves quand même de la part de Jean-Noël Vieille. Merci Jean-Noël de 360 XSense AM. Merci Pierre Sabatier de PrimeView. On aura l'occasion de rediscuter de tout cela. Cette édition de Direct Gestion est terminée. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, on va se reconnecter au marché, au trading avec Direct Investisseur. A tout de suite.